Cette histoire remonte à mon adolescence. Je devais avoir entre 10 et 12 ans. À cette époque, mes parents avaient pour habitude de nous envoyer en colo, ma sœur et moi, pendant les vacances d'été. Cette année-là, nous sommes partis aux Angles, dans les Pyrénées. La colonie ne disposait que d'un seul bâtiment de 3 étages. Au rez-de-chaussée se trouvait le réfectoire pour les dîners, petits déjeuners, une salle de jeu, une salle de vidéo et une bibliothèque. Au premier étage se trouvaient les chambres des garçons et au second celles des filles. Les chambres comportaient 2 lits superposés et un lit de place. Chacune avait une petite fenêtre qui donnait sur une forêt. Chaque chambre disposait d'une petite salle de toilette avec juste un petit lavabo pour se laver les mains ou les dents, ainsi qu'un miroir. Les toilettes et les douches étaient rassemblées, elles, au milieu du couloir. Une nuit, mon pote Jonathan a voulu faire appel aux esprits et a emprunté un verre au réfectoire. Il l'a rempli d'eau, puis l'a posé au centre d'une table où nous nous étions rassemblés, mes camarades et moi. Évidemment, pendant la séance, rien de surnaturel n'eut lieu. Rien ne s'est passé. Mon pote Jonathan s'est alors levé pour aller vider le verre dans la petite salle de toilette, quand soudain, il s'est figé devant cette dernière. Après quelques appels infructueux, j'avais fini par me lever et le rejoindre. C'est là que je l'ai vu. Le visage d'une femme âgée, les cheveux longs et grisonnants, dans le miroir. Elle semblait effrayée. Elle ouvrait la bouche, comme pour nous parler, mais rien n'en sortait. Seulement un silence assourdissant. Mais ce qui me glaça le sang, ce fut ses yeux. Ils étaient vides. Affolé, un moniteur qui avait entendu le grabuge nous a rejoints. Après lui avoir raconté l'histoire, le moniteur pénétra dans la petite salle de toilette et ressortit presque aussitôt. Il ferma la chambre, sans dire un mot, puis nous installa dans une chambre voisine. Autant vous dire que nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Je fus choqué et marqué par cette histoire, à tel point qu'aujourd'hui encore, alors que j'ai bientôt 35 ans, j'ai encore des frissons en vous la racontant. De quoi cette femme voulait-elle nous avertir? Que lui était-il arrivé? Le moniteur avait-il vu la même chose que nous? Était-il au courant de quelque chose? Je ne le saurais jamais. Et à vrai dire, je préfère ne pas le savoir. Une nuit, dans la chambre de ma grand-mère, j'ai entendu des voix. Les seules personnes présentes dans la maison à ce moment-là étaient moi, ma grand-mère et ma mère. Il était environ 1 heure du matin. Et je pouvais entendre ma mère ronfler dans l'autre pièce. Elle ne se trouvait donc pas dans la chambre de ma grand-mère. Et puis, j'aurais reconnu sa voix de toute façon. Car en effet, c'était des voix que je ne connaissais pas. D'ailleurs, l'une d'entre elles était nettement masculine. J'ai très clairement entendu ma grand-mère dire « Oh, comment vas-tu ?» Et la voix masculine répondre quelque chose trop bas pour que je puisse en comprendre les mots. Mais ma grand-mère avait l'air vraiment heureuse de discuter avec lui. À ce moment-là, j'étais levé et j'avais la main sur la poignée de sa porte, sur le point d'entrer dans sa chambre et d'enquêter sur ce qui se passait, quand j'ai entendu une voix féminine. Ce n'était pas ma grand-mère, disant « Il est temps de partir maintenant ». Quand j'ai entendu ça, tout mon corps s'est pétrifié. C'est difficile à expliquer, mais j'ai eu cette terrible et effrayante sensation que ce serait très très mauvais pour moi d'ouvrir cette porte à cet instant. C'était un peu comme si tu surprenais tes parents en train de faire l'amour avec un fantôme terrifiant. J'ai reculé très lentement et je suis allé dormir dans la chambre de ma mère. J'avais si froid, comme si j'avais traîné dehors pendant une tempête de neige. Alors je me suis mis sous les couvertures et je suis resté allongé là, jusqu'à ce que ma mère se réveille. C'est alors que je lui ai dit que je pensais que mamie venait de mourir. C'était bien le cas. Elle me manque toujours, même si c'est encore terrifiant pour moi. Le fait d'avoir entendu cet échange me donne moins peur de mourir. Mamie n'avait pas peur des voix. Elle était heureuse. Elle voulait partir avec eux. J'espère qu'elle viendra me chercher quand ce sera mon tour. J'ai trouvé des informations complémentaires intéressantes après en avoir parlé avec ma mère. Quand elle a retrouvé le corps de mamie, elle était par terre à quelques mètres de son lit, du côté gauche de la pièce, loin de la porte. Pourtant, mamie était clouée au lit depuis 2 mois. La seule chose qui se trouvait dans ce coin de la chambre
était cette vieille valise qu'elle avait eue toute sa vie. Il y avait à l'intérieur des objets sentimentaux, surtout des photos, et une paire de gants satin noir que je possède maintenant. Un soir, à l'université, mes amis et moi sommes tombés à court d'alcool. Aucun magasin dans le coin n'était ouvert à cause de l'heure tardive. La seule option était donc de marcher à pied jusqu'à une épicerie ouverte 24 heures sur 24. Entre l'épicerie et nos dortoirs dans lesquels nous vivions, il y avait juste deux quartiers résidentiels allongés, avec des maisons qui se ressemblaient toutes. Alors que nous marchions en direction de l'épicerie et que nous avions dépassé le premier quartier, nous avons longé un champ avec un grand feu de camp au milieu. Des gens se baladaient à cheval autour de celui-ci. D'autres jouaient avec des instruments de musique, et l'ambiance générale était plutôt festive. Cependant, les chevaux, le feu, ainsi que les lanternes qui étaient dispersées un peu tout autour, donnaient à l'ensemble l'impression que ce rassemblement était hors du temps. 5 minutes peut-être après notre passage devant le champ, alors que nous étions devant le second quartier, un de mes amis a commenté à quel point ce rassemblement de personnes était étrange et hors du temps. Mon autre ami et moi avions pensé exactement la même chose. Alors, curieux, nous sommes retournés au champ pour comprendre exactement ce qui s'y passait. Il n'y avait plus rien là-bas. Il ne manquait pas simplement les gens ou les chevaux. Il n'y avait plus de champs, mais juste des maisons. Même si nous étions absolument certains que nous étions sur la bonne route, après avoir fait demi-tour, nous avons également parcouru les routes voisines. Nous n'avons rien trouvé. Nous n'étions pas ivres, même si nous avions bu quelques verres. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Ma fille, qui avait 3 ans à l'époque, devait se faire soigner une dent. En partant, le dentiste m'a dit de la surveiller, car parfois les enfants mâchaient leurs gencives ou l'intérieur de la joue, car ils étaient engourdis et ressentaient une sensation étrange. Donc, le chemin du retour jusqu'à la maison a pris 30 minutes, et j'ai parlé tout le temps avec ma fille pour la tenir occupée. J'ai garé ma voiture dans l'allée, j'ai ouvert la porte, arrière côté passager pour la faire sortir. Et c'est là que j'ai découvert que le côté gauche de la lèvre inférieure avait disparu. Elle l'avait mâché, jusqu'au menton. Elle a rapidement été envoyée au bloc pour une intervention chirurgicale d'urgence. Le chirurgien nous a répété que tout allait bien se passer et qu'il voyait ça tout le temps. Elle a subi plusieurs chirurgies réparatrices jusqu'à sa guérison. Le chirurgien nous a finalement avoué que c'était la pire blessure qu'il ait jamais vue. Il n'était pas sûr de savoir comment elle guérirait, mais par chance, on pouvait déjà difficilement se dire en la regardant qu'elle avait vécu cet accident il n'y a pas si longtemps. Ma fille a toujours fait des terreurs nocturnes, et ce depuis qu'elle a 2 mois. Le médecin a dit qu'elle était à cette époque gênée par des gaz et que les bébés ne rêvaient pas. Mais il n'a pas vu la terreur absolue qui, nuit après nuit, perturbait ma fille, même après avoir modifié son régime et ses habitudes alimentaires comme il l'avait suggéré. Il a finalement accepté cet état de fait. Les terreurs nocturnes se sont grandement calmées, mais il y en a une, en particulier, que je n'oublierai jamais. Ceci est aussi proche que je me souvienne des mots qu'a employé ma fille lorsqu'elle m'a parlé de son cauchemar. Les voici. J'étais avec ma famille, avec qui je vivais avant de vivre avec toi, et c'était des gens très très méchants. Ma mère était morte parce qu'ils ne l'aimaient plus, et mon père et mon frère me détestaient. Ils m'ont attaché à une chaise dans le sous-sol, m'ont battu et mis des objets dedans. Il est à noter que je n'ai pas pu obtenir d'éclaircissement à ce sujet. Comment une enfant de 4 ans peut-elle être au courant de ce genre d'abus? Ils m'ont jamais nourri. Parfois je me libérais et je devais manger de la terre et des insectes. Ils ont ensuite laissé leur ami faire des trucs. Je lui ai répondu, quel genre de choses? Des mauvaises choses. Je peux pas dire c'est difficile, je m'en souviens plus, mais c'était méchant. Plus tard, leurs amis ont tué mon vilain père et mon vilain frère et m'ont volé. Ils m'ont enchaîné au mur et ils m'ont lancé des couteaux et brûlé avec des bâtons. Comme ils voulaient plus que je pleure, ils m'ont tenu la gorge jusqu'à ce que je respire plus. Puis, ils m'ont coupé en tout petits morceaux et m'ont mis dans le mixeur.
Puis, ils ont trouvé une nouvelle maman et lui ont fait boire. Et c'est comme ça que je suis né. Je lui ai répondu, waouh, c'était juste un horrible cauchemar, mon cœur. Et c'est ensuite qu'elle m'a dit, ce n'était pas un rêve, papa. C'est ce qui s'est réellement passé. À quelques kilomètres de chez moi, il y a une ville appelée Diamond City. Il n'y a pas beaucoup d'infos à propos de cette ville. Je vais vous raconter un peu son histoire. Diamond City fut une communauté fondée par une compagnie de chemin de fer qui construisait du rail dans les alentours. Cette compagnie a existé de 1869 à 1927 jusqu'à ce que les gens partent petit à petit, au fur et à mesure que la ville perdait de son éclat. Dans ces beaux jours, il y avait une poste, des magasins, une école et même un hôtel. En 1927, après que tout le monde soit parti, un incendie a traversé la ville, détruisant tout ce qu'il restait. De nos jours, ce n'est rien de plus qu'une grille géante de chemin de terre et de bois, utilisée pour l'exploitation forestière et la chasse. Cependant, elle a fait l'objet de nombreuses histoires de fantômes, et vous pouvez être assuré de ressentir une ambiance plutôt effrayante tout le temps que vous pourrez passer sur place. L'atmosphère et tout ce qui va avec est si différente. C'est très calme, mais on a toujours l'impression d'être observé. Maintenant, passons aux légendes urbaines. L'amie de ma mère, Madame Shirley, a habité toute sa vie à côté de Diamond City, et elle est reconnue comme une sorte d'experte de la ville dans le comté. Chaque fois qu'une personne fait l'expérience de quelque chose là-bas, il passe la voir pour avoir son avis. Voici un certain nombre de légendes notables dont elle m'a parlé. Les lumières brillantes. Je suis sûr que vous êtes familier avec ce type de phénomène. De manière basique, les gens disent que lorsque l'on se gare à l'entrée de Diamond City et que l'on regarde le chemin, on commencera à voir des lumières qui brillent et qui grossissent pendant un court laps de temps, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. On dit que ces lumières sont les fantômes des anciens cheminots. Il est d'ailleurs très fréquent que le moteur de votre voiture s'arrête mystérieusement, peu de temps après avoir vu ces lumières. Elle ne redémarre souvent que 30 minutes à 1 heure plus tard. Les Shadow People. Il y a une rumeur comme quoi des gens ont pratiqué la magie noire là-bas dans les années 70 et ont invoqué des Shadow People ainsi que d'autres esprits. Des gens ont affirmé avoir retrouvé des traces de mains sur leur voiture. Et je pense, à mon avis, qu'on peut facilement trouver une explication à cela. La Panthère Noire. Celle-là ressemble pour le coup vraiment à une légende urbaine. Je n'y suis jamais intéressé. Et Madame Shirley a rapporté lorsqu'elle était petite fille qu'un train de cirque itinérant avait traversé Diamond City et avait déraillé quelque part. Beaucoup d'animaux sont morts ou se sont enfuis, mais ils ont pu en récupérer la majorité, excepté le dresseur et sa panthère noire qu'il avait lui-même élevée. Ils les ont cherchés, mais aucun des deux n'a été retrouvé. Il a été conclu que le dresseur avait dû être tué par sa panthère et qu'elle avait dû tracer sa route. Des personnes clament depuis des décennies voir une panthère ou son fantôme traverser leur jardin. Le démon rouge. C'est la légende la plus connue de Diamond City. Lors de sorties nocturnes sur Diamond City entre copains, il a été rapporté plusieurs fois qu'une personne du groupe avait vu un démon rouge leur regarder droit dans les yeux. Le truc à propos du démon rouge, c'est que si vous le voyez, vous serez le seul à le voir dans le groupe. Et cela est un signe vous indiquant que vous allez bientôt mourir ou que vous allez être le premier du groupe à mourir. Tous ceux qui ont prétendu l'avoir vu sont maintenant morts. Je connais seulement une histoire détaillée à ce sujet, je la partagerai tout à l'heure. L'incident de l'exorcisme. Celle-là me donne toujours la chair de poule. Il est très probable qu'elle soit vraie, mais pas très connue. Selon Madame Shirley, il y avait une jeune fille quelque part dans le comté qu'on pensait posséder au début des années 20. Et vu qu'il n'y avait presque plus d'habitants à ce moment-là à Diamond City, un prêtre a décidé de réaliser l'exorcisme dans le vieil hôtel. À un certain moment, pendant l'exorcisme, un truc a frappé le ventilateur et a brisé la fenêtre. C'est là que la fille s'est échappée en sautant par la fenêtre, s'enfuyant dans la nuit, toute coupée par le verre avec rien d'autre que sa chemise de nuit. Ils n'ont jamais trouvé aucun signe d'elle après cela. Je vais vous expliquer pourquoi je crois que cela est vrai juste après. Maintenant, passons à mes expériences. Une nuit, il y a de cela quelques étés, je traînais avec des potes, alors qu'on parlait de Diamond City. La moitié du groupe n'en avait jamais entendu parler, alors nous avons décidé de charger 3 voitures et nous sommes partis. Sur le chemin, 2 de mes amis, Cory et David, se sont aperçus qu'ils étaient déjà venus ici, avec un ami commun. Il était intéressant de noter qu'ils vivaient à 1 heure de route de cet endroit. Ils n'avaient donc aucune idée de ce que Diamond City était jusqu'à ce que notre ami commun les emmène là-bas, en leur disant seulement que c'était une ville abandonnée, avec une ambiance flippante. Lors du premier passage à Diamond City de David et Cory,
Ils ont conduit jusqu'au bout de la route principale en terre, essayant de se faire flipper l'un l'autre. Une fois qu'ils sont arrivés au bout et tournés avec la voiture dans les alentours, David a remarqué quelque chose au dehors, à travers sa fenêtre sur le bord de la route. Quand il s'est retourné et a concentré son regard, il a réalisé alors qu'il regardait droit dans les yeux d'une petite fille. Il a dit qu'elle ressemblait clairement à une version féminine, mais en plus terrifiante de Gollum, du Seigneur des Anneaux. Ses yeux étaient très brumeux et vitreux, avec des vaisseaux sanguins foncés et éclatés, ici et là. Sa peau était très sale et visiblement pâle, veineuse et scarifiée. Elle avait des plaies qui semblaient pourrir et se décomposer. Elle avait encore sur sa tête des mèches de cheveux qui flottaient légèrement dans le vent. Tout ce qu'elle portait était une chemise de nuit, sale. Évidemment, il a flippé lorsqu'il l'a vue et a dit à ses amis de regarder. Mais à ce moment-là, elle était déjà partie. Pour ma part, j'ai tout de suite pensé qu'il avait dû voir la petite fille qui avait échappé à son exorcisme. Au moment où David m'a raconté tout ça, je n'avais pris connaissance de l'histoire de l'exorcisme que récemment. Du coup, je n'avais pas fait le lien tout de suite, alors que j'explorais les lieux avec mes amis et que je leur racontais les histoires que je connaissais sur cet endroit. J'étais encore sceptique à propos de son histoire. Alors avant que je lui parle de l'exorcisme, je lui ai demandé plus de détails sur ce qu'il avait vu, s'il avait déjà entendu parler de ça, sur ce qu'il pensait avoir vu, etc. Ses réponses m'ont amené à croire qu'il disait la vérité, et qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle était. Alors, je lui ai raconté ce que je savais, et il a fait dans son froc. Il est devenu d'un coup très nerveux, s'inquiétant de savoir s'il allait la revoir, maintenant qu'il savait qu'il n'avait pas juste imaginé les choses. Ce soir-là, nous ne l'avons pas vue. Au moment où David et moi avions fini de parler de la petite fille, notre groupe s'est rendu jusqu'au bout de la petite ville. On a traîné un peu et on a décidé de revenir en arrière. Je roulais dans la troisième voiture, derrière tout le monde. Quand nous avons atteint la dernière intersection avant le portail de sortie, les voitures devant moi se sont arrêtées soudainement. Mon ami, dans la première voiture, est sorti, s'est dirigé vers ma fenêtre et a dit « Regarde, à l'entrée du chemin ». Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à la première voiture. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Environ à 300 mètres devant nous, il y avait une boule de feu, rougeoyante, à l'entrée du chemin. Et cela ne ressemblait pas à un feu normal. Cela semblait tellement bizarre que mon instinct m'a fait détourner le regard, comme si je ne devais pas la regarder. Ça ressemblait à un mauvais effet spécial numérique. Ça bougeait comme si ça tourbillonnait en l'air, juste au-dessus du sol. Elle était principalement orange, plus claire que la lueur orange d'un feu classique. On y distinguait des traces de blanc glacé et de bleu à l'intérieur. Après quelques secondes, la boule de feu a commencé à grossir. Les flammes ont augmenté jusqu'à environ 4 mètres, et ont rétréci et ont regrandi plusieurs fois avant d'atteindre son apogée. Elle a commencé à s'éteindre jusqu'à devenir une très petite boule de feu et a disparu. Alors que nous étions tous là, regardant en direction de l'endroit où se trouvait la boule de feu, la bouche béante, essayant de comprendre et de trouver nos mots, une paire de phares est tout à coup apparue et a commencé à se faufiler dans notre direction. Je me suis dit, d'accord, je suppose que c'est logique, des chasseurs sont ici, et ils sont en train de jouer avec nous. Et maintenant, ils viennent nous demander de partir. C'est alors qu'un des phares s'est éteint, puis le deuxième. Nous sommes assis là en attendant que le véhicule se déplace vers nous et fasse demi-tour, puisqu'à cause de l'étroitesse du chemin, il nous aurait bloqués. Mais il n'est jamais arrivé. Pas de voiture, pas de camion, pas de chemin secondaire pour partir, rien. À ce stade, nous nous sommes juste dit, rien à foutre, allez on se casse. Dès que nous avons passé l'endroit où se trouvait la boule de feu, les moteurs des 3 voitures se sont coupés. Nous sommes tous sortis avant de vérifier toutes les voitures, mais rien ne clochait. Elles ne pouvaient tout simplement plus démarrer. Après 20 minutes, le sentiment d'être observé a commencé à s'estomper. Les voitures ont finalement redémarré, et nous sommes rentrés à la maison effrayés et confus, jusqu'à perdre l'esprit. Passons à mon expérience sur le démon rouge. Je ne sais pas grand-chose sur l'origine du démon rouge ou depuis combien de temps cette légende tourne. C'est un sujet délicat avec Madame Shirley, et pour une bonne raison. La légende veut qu'il ait commencé à se montrer plus fréquemment dans les années 80-90. Il ne serait visible que par une personne à la fois, et la personne qui la voit est censée mourir bientôt. D'après les histoires que j'ai entendues, il ne vous tue pas lui-même. Ses victimes sont souvent décédées des semaines ou des mois après l'avoir vu. Toutes victimes de crise cardiaque, de cancer de l'estomac, d'accidents bizarres, etc. L'histoire la plus récente que j'ai entendue concerne un certain Martin, un ami des fils de Madame Shirley. Une nuit, Martin est allé à Diamond City avec ses amis
et a eu la malchance de voir le démon rouge le regarder fixement sur le bord de la route. Plus tard dans la nuit, Martin s'est couché et s'est réveillé soudainement avec le sentiment d'être observé. Alors qu'il ouvrait les yeux pour regarder autour de lui dans la pièce, il a vu le démon rouge qui se tenait à l'autre bout de la pièce, avec le même regard que plus tôt dans la nuit. Pensant qu'il rêvait, il se frotta les yeux, les rouvrit pour constater que le démon rouge se tenait maintenant à quelques pas de son lit, les yeux toujours fixés sur lui. Dans la panique, Martin a rapidement tiré ses draps pour recouvrir ses yeux, pensant une fois de plus que c'était juste un rêve. Quand il a trouvé le courage de regarder à nouveau, le démon rouge était assis au pied de son lit. Effrayé, il a de nouveau mis sa tête sous les draps en prononçant des prières afin d'affronter ce qui allait se passer. Quand il a sorti la tête des draps, le démon rouge était parti. Inutile de dire qu'il n'avait pas pu se rendormir cette nuit-là. Le jour suivant, Martin a fait un dessin détaillé de son visiteur et l'a apporté à Madame Shirley pour voir si elle savait quelque chose à ce sujet. Il n'y avait pas de version commune sur ce à quoi devait ressembler le démon rouge, mais elle savait que ça ne pouvait être que lui, après avoir vu le dessin et avoir entendu son histoire. Elle a eu une discussion très difficile avec lui. En effet, après une longue conversation émouvante, elle ne pouvait pas faire grand-chose à part lui dire de faire très attention et de prendre soin de lui, puisque son sort était déjà scellé. Les semaines suivantes, Martin a commencé à perdre le sommeil. Je ne crois pas qu'il ait revu le démon rouge après cette nuit, mais je suis sûr que, comme vous pouvez l'imaginer, qu'il a dû être très difficile de dormir, surtout après ce genre d'expérience. Un matin, sur le chemin de l'école, Martin s'est écrasé contre un arbre, après s'être endormi au volant. Il n'a pas survécu. Je passe devant son signe commémoratif tous les matins sur le chemin du travail, et cela me donne des frissons chaque fois que je le regarde. Quant au dessin, Madame Shirley n'a jamais voulu le montrer à qui que ce soit. Elle ne l'a pas regardé depuis le jour où Martin lui a amené. Cela m'a toujours dérangé, mais j'ai respecté ses limites. Elle était le genre de personne qui t'aimait comme son propre enfant, le premier jour où elle te rencontrait. Ce n'a pas dû être facile de dire à Martin qu'il mourrait bientôt, et de voir en effet que cela était arrivé.